Alors, on a vu depuis le début du colloque, là tout à l'heure, que l'empreinte génétique des désordres métaboliques maternels lors de la grossesse existe et que c'est un phénomène qui peut sans doute expliquer l'augmentation de l'épidémie d'obésité et de diabète. Diapositive suivante. Alors, avant qu'on ne devine les mécanismes, des arguments expérimentaux étaient connus des équipes de diabétologues et qui s'intéressaient à la grossesse de ces patientes. Je vous parle des années 80, parce que pas très loin d'ici, il y a une équipe à Louvain qui travaillait avec Gigi Hout et Léona Hartz, qui avaient publié des travaux sur des générations de rats, et on voyait qu'à la troisième génération, les rats avaient des dysrégulations glycémiques, quand la première génération avait été rendue diabétique. Et à l'époque, ça nous avait beaucoup interrogés. Bon, vous imaginez, ça fait plus de 30 ans, bientôt 40. Et le hasard a fait qu'en regardant pour ce colloque, je suis tombée sur cette étude qui vient de sortir, qui est toute récente, dans une très prestigieuse revue, l'American Journal of Clinical Nutrition, qui est sortie en 2016 par une équipe, son nom n'indique pas, qui est en fait danoise, et qui a fait un travail magnifique, parce qu'il y a une grosse cohorte de plus de 660 couples mères-enfants qui ont été suivis. Ils ont non seulement été suivis, mais ils ont été particulièrement bien étudiés et bien analysés. On sait si les mères étaient, avant la grossesse, obèses ou non, et on sait si, pendant la grossesse, la glycémie de ces mères, obèses ou pas, était soit normale, premier tiers, c'est-à-dire en dessous de 0,76, soit dans un deuxième tiers un petit peu plus haute, mais encore normale, et un troisième tiers, cette fois-ci pathologique, mais quand je dis pathologique, c'est pas grand-chose, c'est juste au seuil du diabète gestationnel, 0,80, là c'était 0,94 à 1,04. Vous voyez, c'est des petites hyperglycémies pour le troisième tertile. Alors, cette cohorte, elle a été suivie pendant 7 ans, ce qui est quand même assez extraordinaire, il faut vraiment être danois pour arriver à faire ça. Donc, bon, je m'excuse, le schéma est assez scientifique, mais je pense que vous pouvez voir que en bas, on a les âges en mois, donc 80-90, ça veut dire environ 7 ans. Merci Jean-Michel. Et vous avez sur l'axe des Y, merci, vous avez sur l'axe des Y, ici, le 0 qui correspond à ça ne change rien. Et on voit donc, on a regardé le poids des enfants. Le poids des enfants. Alors, pour des raisons statistiques, on est obligé de parler de Z-score, du BMI. Vous laissez tomber, vous retenez juste que c'est le surpoids ou non des enfants. Et on voit que les traits en pointillés, c'était les femmes qui avaient un poids normal, mais qui avaient ici une glycémie qui était un tout petit peu élevée, ici une glycémie un petit peu plus élevée, et là, c'était tertile qui avait le groupe le plus élevé. Par contre, donc, en pointillé, c'est que des femmes qui avaient des glycémies élevées. Par contre, quand on regarde les traits pleins, là, ce sont des femmes qui, en plus, étaient obèses. Et on voit que, quand on est obèse, on pourrait dire que ça en rajoute une couche. Ça augmente, c'est un facteur cumulatif supplémentaire pour que l'enfant, à 7 ans, ait un poids plus élevé. Je trouvais que c'était une magnifique démonstration de ce qu'on sait de l'épigénétique. Alors, excusez-moi, c'est peut-être un petit peu scientifique, un peu ardu, mais ce qu'on vous dit, ça repose sur du vrai. Voilà. Diapositive suivante. Alors, si on s'intéresse, si on voit un peu plus large aux 2000 premiers jours, on peut se dire qu'on pourrait intervenir pendant la grossesse, on vient de le voir. On peut intervenir aussi pendant, comme le programme Alain, comme vient de vous expliquer le professeur Turc, parce que là, il y a des changements de rythme, les enfants commencent à bouger, il y a le rythme du sommeil, il y a l'alimentation, et puis on sait qu'il y a des paramédicaux qui gravitent autour. On peut aussi s'intéresser à la période scolaire, parce que là, il y a à nouveau un changement de rythme, et puis on peut compter sur les enseignants, ou bien sûr le personnel paramédical. Il y a différents leviers. Diapositive suivante. Toutefois, s'intéresser à la grossesse, ça nous semble plus pertinent parce que, comme on vient magnifiquement de le voir, la grossesse est une période où la femme est très attentive au changement de mode de vie et c'est aussi une prescriptrice, la mère de famille est une prescriptrice de changement de comportement de la famille, mais aussi du conjoint. Et agir sur la mère de famille, c'est un effet démultiplicateur, donc c'est vraiment très rationnel. Diapositive suivante.
Alors, la forte prévalence du diabète et de l'obésité dans la région, et plus particulièrement dans certains quartiers qu'on dit pudiquement dans le périmètre de la politique de la ville, c'est comme ça qu'on les appelle, fait de ces populations des populations à risque, et on est quasiment en prévention primo-secondaire de l'obésité et du diabète, même si on fait de la santé publique, tellement ces pathologies sont prévalentes. Donc, ce qui fait que on sait ce qu'il faut faire. On a eu des idées sur des programmes qui existent, on a des armes sur le plan psychologique, mais le PNNS nous a fixé des critères, mais encore, il faut-il arriver à apporter, à faire vraiment changer la population. En fait, la transférabilité des évidences scientifiques, elle pose des difficultés évidentes. Alors, il y a un programme qui, moi, m'a fait vibrer, il me donne envie de lever le matin, comme dirait Dominique Turc. C'est le programme VIF, Vivons en forme, parce qu'il est apparu dans la région il y a une trentaine d'années, il y a eu des phases expérimentales, il y a une période pilote, et maintenant ce projet, il est rodé, il tourne, il fait ses preuves, et je vais laisser Raphaël Chailloux, qui est donc chef de projet, qui va vous expliquer plus concrètement comment ça se passe. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme Vivons en forme? Donc, le programme Vivons en forme est porté par l'association FLVS, donc c'est Fédérons les villes pour la santé. Et quel est l'objectif principal? C'est essayer de faire changer les comportements en termes d'alimentation, d'activité physique, de sommeil et de bien-être des enfants et des familles, et notamment des familles les plus vulnérables. Alors, comment ça marche? Alors, le but, c'est vraiment de faire garantir la santé et le bien-être de tous, de prévenir le surpoids et de l'obésité chez les enfants et de contribuer donc, à réduire les inégalités sociales en matière de santé, d'activité physique et également de sommeil. Donc, concrètement, le programme VIF en fait, se positionne comme un centre ressources par la mise en place au cœur des villes d'actions de prévention santé. Donc, nous, on met en place dans les villes des formations, des actions auprès des acteurs locaux dans les villes pour essayer de les faire monter en compétences et pour qu'ensuite ils puissent relayer les messages aux familles et aux enfants dans les villes. On distribue également de nombreux outils de sensibilisation donc auprès des enfants et des parents. Alors, tous les ans, on crée de nouvelles thématiques pour répondre aux besoins sur le terrain. Donc, on a créé des outils sur les fruits, donc comment faire aimer les fruits à mon enfant. On a un stand à côté, donc vous pourrez également regarder les outils. Des thématiques sur l'eau, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gros soucis en termes de boissons sucrées dans de nombreuses régions en France. Donc, on a créé des outils pour aider les enfants à bien s'hydrater et à privilégier plutôt l'eau que les boissons sucrées. Des thématiques sur les portions, sur les bons rythmes alimentaires, sur les pique-niques également. Le sommeil, donc là c'est notre thématique de l'année dernière, assez complète, parce qu'on s'est vraiment rendu compte que le sommeil était une vraie problématique actuellement chez les enfants, avec également la notion des écrans. Et là cette année, une thématique sur le bien-être. Et pour chaque thématique, on forme les acteurs locaux dans les villes et on distribue des outils de sensibilisation pour les enfants et les parents. Alors, en cas de précarité, on ne stigmatise pas. Notamment, tous nos outils sont créés avec des professionnels du marketing social, donc qui sont faits pour ne pas stigmatiser. Par exemple, pour l'alimentation, il n'y a aucun aliment interdit. Nous, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire changer les comportements progressivement, mais de ne pas stigmatiser. On forme également les acteurs dans les centres sociaux, les bénévoles des structures caritatives ou des Restos du Cœur, etc. Et l'année prochaine, on lance une formation qui s'appelle OptiCourse, qui a été conçue, qui est un projet de recherche avec des experts de l'Université de Marseille, pour comment optimiser ses courses avec un petit budget. Donc là, c'est former les acteurs locaux qui travaillent avec les familles les plus vulnérables. Alors, nous, l'idée, c'est vraiment, donc c'est ce que je disais, c'est une approche positive, centrée sur le bien-être, le plaisir de manger, la convivialité et le partage.
C'est pour ça qu'il n'y a pas d'aliments interdits. Et par exemple, pour l'activité physique, nous, le terme, c'est le bien bouger. C'est pas faites une activité physique, c'est plutôt bouger au quotidien avec des petites actions toutes simples. Et on aide les villes à développer leurs actions de santé, mais on n'impose rien. On essaye de les accompagner pour progressivement avoir des changements de comportement. Donc là, c'est par exemple des actions, des propositions de nos thématiques. Donc on a une formation et des outils sur la petite enfance, sur l'activité physique, sur la collation matinale pour aider les directeurs d'école ou dans les structures pour supprimer la collation matinale et par contre travailler sur le petit déjeuner. Tout un volet sur la restauration scolaire pour améliorer le temps du midi. Avec des choses aussi, tout un volet sur le gaspillage alimentaire. Une thématique sur les portions, sur les trucs malins pour cuisiner au quotidien pour les familles en difficulté, les rythmes alimentaires et donc, comme je vous en parlais, une thématique l'année dernière sur le sommeil et le bien-être. Alors, le programme Vivons en forme repose sur un processus de marketing social qui est testé sur le terrain et qui est expliqué ici en 5 étapes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire changer les comportements progressivement. Donc, la première étape, c'est la co-construction avec les acteurs de terrain et les experts pour élaborer des nouvelles thématiques. Ensuite, c'est la construction d'ateliers pratiques suite tout ce qui a été travaillé en amont avec les experts et les acteurs de terrain. Ensuite, on teste les outils en Living Lab sur le terrain. On forme les acteurs locaux, on les mobilise. Et ensuite, on accompagne progressivement donc les villes, petit à petit, à changer les comportements sur les thématiques abordées. Concernant les indicateurs de processus et de mobilisation du programme, donc on a actuellement 222 formations qui ont été réalisées en France. Donc pour information, je ne l'avais pas précisé juste avant, on a 252 communes et agglomérations, donc communes dont agglomérations. On a 3302 acteurs formés actuellement sur le terrain et on a 600 à 700 actions réalisées par an dans les villes du programme Vivons en forme. Et donc ça touche 78 000 enfants de 3 à 12 ans. Et enfin, donc là voici l'évolution en fait, de la prévalence du surpoids et de l'obésité dans 6 villes en France. Et donc par exemple dans la première ville, donc, ce qui est Saint-André-les-Lilles, où la coordination nationale est basée, on a constaté moins 40,5% de surpoids et d'obésité chez les enfants. Par contre, donc cette baisse est apparue au bout de 7 ans. Et c'est pour ça que ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est que les changements de comportement, ça prend du temps. Et donc c'est pour ça qu'on est mobilisé dans les villes, mais qu'on n'obtient pas des changements de comportement en un an. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions.